отчего мы хотим. И мы хотим все этого, потому что только таким путем рабочий класс во главе всех трудящихся, сплачиваясь миллионную революционную армию, руководимой коммунистическим интернационалом, может наверняка выполнить свою историческую миссию, снести с лица земли фашизм, а вместе с ним и капитализм. Cet essor sans exemple de l'industrie dans l'Union soviétique. Et par cette voie a créé la base d'un changement radical des rapports de force entre l'Union soviétique et les pays capitalistes. Dans le domaine de la force militaire et de la capacité de défense de l'Union soviétique, cela signifie que le pays de la dictature du prolétariat possède aujourd'hui une force armée et une capacité de défense qui ne reste en arrière de celle d'aucun pays capitaliste. Les armées ouvrières et paysannes qui ont eu raison en 1918 vaincre des forces réactionnaires dans les années héroïques de la guerre civile étaient des armées en voie de constitution, en train de surmonter la période difficile du passage des détachements des gardes rouges pleins d'enthousiasme, mais peu disciplinés et mal armés, à une organisation régulière, centralisée, disciplinée, fournie des armes modernes. Aujourd'hui, l'armée rouge ouvrière et paysanne a été complètement reconstruite sur la base d'une nouvelle technique et de l'essor industriel du pays. L'armée rouge s'est transformée d'une armée arriérée en une armée moderne, d'avant-garde. Elle possède dans l'industrie une base de production qui peut produire tous les engins modernes de lutte. En Extrême-Orient, où la menace de l'attaque des impérialistes est plus forte, les frontières de l'Union soviétique ont cessé d'être des frontières désarmées comme celles de la Chine. Elles sont défendues par une armée qui a à sa disposition sa propre base économique militaire et son industrie de guerre hautement développée. Cet essor merveilleux de la puissance économique, militaire de l'Union soviétique s'accompagne de l'accroissement continu de la sympathie et de la dévotion que manifeste pour l'État ouvrier, le prolétariat et les larges couches populaires dans tout le monde capitaliste. Est-ce qu'il existe une Union soviétique? Écrivait récemment un général japonais. Disons un seul citoyen qui ferait propagande de la vertu impériale japonaise, qui serait disposé à aller sur la place rouge devant le Kremlin crier « Vive l'empereur du Japon !» Nous ne pouvons exercer une influence sur un seul citoyen soviétique pour lui inspirer confiance dans l'esprit national japonais et dans la vertu impériale. Mais en même temps, nous savons qu'il y a des centaines de milliers de Japonais qui travaillent déjà comme les agents des soviets, qui défendent les idées communistes dans notre empire en sapant notre base nationale. Voilà ce que nous... Cette autorité que nos adversaires les plus acharnés sont obligés de reconnaître, dont jouit l'Union soviétique non seulement dans l'avant-garde communiste, mais dans les ouvriers social-démocrates et sans parti, parmi les paysans pauvres, parmi la petite bourgeoisie, parmi la jeunesse, le fait que des millions d'hommes sont prêts à combattre pour la défense de l'Union soviétique avec toute leur force, naît
pas le dernier des éléments qui font que le pays de la dictature du prolétariat possède aujourd'hui une position d'Extrême-Orient. Si le brigand japonais commencera son attaque, et votre force devra se lever pour repousser l'attaque et faire passer à jamais à tout brigand impérialiste l'envie de renouveler, soyez sûr que dans le monde entier, sous la direction de nos partis communistes, des millions de travailleurs se lèveront pour appuyer de toutes leurs forces votre lutte, pour vous aider à briser le dos de notre ennemi de classe, la force de l'armée rouge et paysanne, de l'armée rouge ouvrière et paysanne, de la force du prolétariat international unis, sont et seront toujours là. Camarades, la victoire du fascisme en Allemagne et dans toute une série d'autres pays en Europe et la poussée du mouvement fasciste en général est le troisième des faits nouveaux qui contribuent à déterminer la situation internationale qui est devant nous et sur lesquels je veux concentrer votre attention. La poussée du fascisme est une espèce de réponse brutale que le capitalisme dans son déclin essaye de donner au triomphe du socialisme dans le pays de la dictature du prolétariat. Elle correspond au plus haut degré d'acuité de la lutte de classe et par conséquent, elle correspond à la plus grande acuité, a toujours attiré notre attention sur le fait que la dictature fasciste est une forme d'organisation de l'arrière de la bourgeoisie pour la nouvelle guerre. La dictature fasciste est liée directement à la préparation de la guerre. L'instauration de la dictature fasciste donne à la préparation de la nouvelle guerre impérialiste une empreinte et une direction particulière. La poussée du fascisme est une des formes et la forme plus évidente du glissement du monde capitaliste dans une nouvelle guerre mondiale. La victoire du national-socialisme allemand, qui est la variété la plus agressive du fascisme, n'est pas seulement la victoire d'un parti qui se base sur le chauvinisme le plus effréné et se propose la guerre comme le but le plus immédiat. Elle est aussi la victoire, n'oublions pas camarades, d'un parti qui proclame sans aucune réticence que son but immédiat est celui de faire la guerre la plus réactionnaire, la guerre pour écraser l'Union soviétique, le mouvement révolutionnaire de la classe ouvrière et le mouvement de libération des peuples opprimés dans le monde entier. Le national-socialisme allemand couvre ses provocations à la guerre par la revendication de la libération et de l'unification des populations de langue allemande vivant dans l'Europe. En réalité, le problème qu'il pose est celui de son hégémonie sur le continent européen. Et c'est en se mettant à la tête de la croisade réactionnaire contre l'Union soviétique qu'il pense de conquérir cette hégémonie. Le but de la politique extérieure du Troisième Empire national-socialiste ont été si clairement exprimés qu'il ne pourrait y avoir à ce propos aucun doute. Nous, nationaux-socialistes, écrit Hitler, nous mettons fin à la politique nationale et commerciale de la de se défendre et de posséder une armée. Mais nous devons souligner ici, devant le monde entier, la différence entre cette armée et toutes les armées qui existent dans le monde capitaliste. La guerre que cette armée peut être contrainte de mener sera toujours une guerre de défense, parce que l'armée qui mène cette guerre est qualitativement une armée différente de toutes celles qui ont existé jusqu'à aujourd'hui, de toutes celles qui existent. L'ancienne armée est dit dans la partie introductive du décret par lequel a été créée l'armée rouge, était un instrument d'oppression de classe des travailleurs par la bourgeoisie. Avec le passage du pouvoir aux travailleurs et aux classes exploitées, la nécessité a surgi de créer une nouvelle armée qui est le rempart du pouvoir des soviets, la base pour la substitution à l'armée permanente de l'armement général du peuple et qui sert d'appui à la révolution socialiste. En effet, depuis que l'armée rouge existe, pour la première fois dans l'histoire du monde, nous avons cette situation.
qu'une force armée formidable est mise au service de la cause de la paix. Voyez avec quelle hypocrisie les représentants des impérialistes à Genève ont discuté pendant des années et des années de la possibilité de mettre une force armée au service d'une soi-disant organisation internationale de la paix, pour conclure que c'est là un rêve irréalisable. Les armées, les impérialistes en effet ne pourront jamais être des instruments de paix en conséquence de leur nature même de classe. C'est son caractère de classe qui fait de l'armée rouge une force qui est au service de la paix, qui inspire la terreur aux fascistes, aux agresseurs, aux instigateurs de la guerre. L'armée rouge est l'armée de la paix parce qu'elle est l'armée de la classe ouvrière. Le 1er janvier 30, il y avait dans l'armée rouge 31,2% d'ouvriers. Le 1er janvier 34, le pourcentage des ouvriers était de 45,8%. Il était au commencement de cette année de 49,3%. Mais ce pourcentage augmente quand on passe de la masse des membres de l'armée rouge au cadre et au cadre supérieur de l'armée. La contradiction qui déchire les armées bourgeoises, dont la masse est de paysans et d'ouvriers, et les cadres sont les représentants des classes et cliques les plus réactionnaires et comprennent les éléments les plus réactionnaires, plus on monte et on arrive en haut. Cette contradiction a complètement disparu dans l'armée rouge. Parmi les commandants de régiment, les ouvriers sont dans l'armée rouge 72%. Parmi les commandants de division, 90%. Parmi les commandants des corps d'armée, le pourcentage des éléments issus de la classe ouvrière atteint 100%. Camarades, est-ce que les mineurs de la Ruhr et du nord de la France, est-ce que les ouvriers misérables des usines textiles du Japon ne reconnaîtront pas dans ces camarades, dans les autres chefs de l'armée rouge, leurs pères de classe et de combat? Les ouvriers du monde entier savent que dans les rangs de l'armée rouge, le pourcentage de membres du parti bolchevique est en augmentation continue. Ils savent que l'armée rouge ouvrière et paysanne, qui a été créée par Lénine, qui a été forgée au cours de la guerre civile sous la direction immédiate de Lénine et menée à la victoire par notre grand Staline, est dirigée par le Parti communiste de l'Union soviétique, qui est le seul parti qui jusqu'à maintenant a donné dans l'histoire l'exemple d'une lutte conséquente et victorieuse contre la guerre impérialiste. C'est pour toutes ces raisons que dans tous les pays capitalistes, dans les colonies, dans les petits pays, que menace l'attaque fasciste, chaque pas en avant dans le renforcement de l'armée rouge, ouvrière et paysanne, est accueilli avec une joie profonde par tous les exploités, par tous les amis de la paix. Le prolétariat international sait que s'il n'y avait pas d'armée rouge, nous serions tombés depuis longtemps dans l'abîme de la guerre. Sait que l'existence de cette force est une garantie de la paix, est une garantie de sa victoire. Camarades, je suis sûr d'interpréter la volonté des dizaines de millions qui vivent de leur travail dans le monde entier et qui aiment la paix et qui veulent défendre la paix en envoyant à l'armée rouge le salut enthousiaste de notre congrès. Vive l'armée rouge ouvrière et paysanne, rempart de la paix, armée du socialisme et de la révolution, l'espoir des travailleurs du monde entier. Camarades, la politique de paix de l'Union soviétique étant une politique d'utilisation par l'État prolétarien des contradictions existant entre les pays capitalistes, il est inévitable que ces limites soient plus ou moins larges selon l'ampleur, l'acuité et le caractère de ces contradictions. Et ces formes concrètes ne peuvent qu'être différentes suivant les changements de la situation internationale dans son ensemble.
C'est ce que n'ont pas compris tous ceux qui se sont montrés étonnés de la modification de l'attitude de l'Union soviétique vis-à-vis de la Société des Nations. La Société des Nations a été créée comme une organisation internationale dirigée par les puissances de l'entente afin de sauvegarder l'ordre, soi-disant, créé par les traités d'après-guerre. Elle n'a jamais... Camarades, dans la lutte pour la paix, contre la guerre impérialiste, pour la défense de l'Union soviétique, notre tâche politique fondamentale consiste aujourd'hui à créer le plus large front unique des masses ouvrières et paysannes, de la petite bourgeoisie, des intellectuels. C'est dans ce domaine, camarades, c'est dans le domaine de la lutte pour la paix que notre politique de front unique peut avoir le plus de succès. Ce n'est pas par hasard qu'au cours des dernières années, le premier pas important pour surmonter la résistance des organisations social-démocrates au front unique a été fait par le mouvement contre la guerre, dont le mot d'ordre initial a été lancé au congrès d'Amsterdam par ces grands esprits qui répondent au nom de Romain Rolland et d'Henri Barbusse. Les communistes ont donné toutes leurs forces et continueront à donner toutes leurs forces pour aider le développement de ce mouvement. Mais nous ne pouvons pas nous déclarer satisfaits ni des progrès qui ont été faits déjà sur ce terrain, ni des progrès du front unique pour la lutte contre la guerre en général. L'ampleur du mouvement de front unique contre la guerre n'est pas encore en rapport avec l'intensité de la préparation de la guerre qui est faite par le capitalisme, n'est pas encore en rapport avec l'urgence et l'intensité du danger de guerre, camarades. Nous devons donner ici à toutes nos sections la directive qui a su prendre dans ses mains le drapeau de la défense du pays en la transformant en défense révolutionnaire. Mais sur la voie tracée par la commune, nous ne voulons pas être battus, nous voulons vaincre. Et pour vaincre, il nous faut l'appui de la grande masse ouvrière et paysanne et petite bourgeoise qui forment le peuple de la France. Et il nous faut une direction de fer, un parti vraiment léniniste et staliniste à la hauteur de cette tâche d'importance historique. Je voudrais dire à tous les camarades de tous les partis qui sont ici représentés, la guerre sera une chose politiquement très compliquée, mais en même temps, elle sera une chose très simple et très concrète en ce qui concerne les conditions dans lesquelles il nous faudra travailler et combattre. Et l'enthousiasme ne suffira plus. Il n'y aura peut-être même plus de résolutions et de directives écrites. Il y aura l'usine et la tranchée dans laquelle il faudra savoir décider sans hésitation les problèmes les plus difficiles. Parce que chaque hésitation nous coûterait trop cher. Il est donc nécessaire que nous éduquions dès aujourd'hui tous nos partis, chaque organisation de parti, chaque cadre, chaque membre du parti, dans le plus grand esprit d'initiative et de responsabilité personnelle. Ce qui peut être la conséquence seulement de la plus grande préparation idéologique et de la liaison la plus étroite avec les masses. Nous sommes aujourd'hui une grande armée qui lutte pour la paix. Jusqu'à quel moment notre lutte pour la paix pourra continuer et continuera? Nous ne pouvons pas le prévoir et personne ne peut le prévoir. Peut-être un an ou plus, peut-être quelques mois. Il faut être prêt à chaque instant. Notre congrès nous a tracé une ligne d'action léniniste. Ceci est déjà une première garantie de victoire. Nous avons une force avant. Camarade Staline, dont nous savons qu'il a fixé dans les moments les plus difficiles toujours la ligne
qui devait porter à la guerre civile a été envoyé par Lénine. Sur tous les fronts où la victoire semblait nous échapper, et partout, de Perma-Tsaritsyn, de Petrograd au front méridional, il a rétabli la situation, il a battu l'ennemi, il a reporté la victoire de notre côté. Et aujourd'hui la garantie de notre victoire à l'échelle mondiale. Serrons nos rangs, camarades, dans la lutte contre la guerre impérialiste, pour la paix, pour la défense de l'Union soviétique. Oh, le drapeau de l'internationalisme prolétarien, le drapeau de Marx, d'Engels, de Lénine, abat le fascisme sanglant qui pousse les peuples dans la catastrophe d'une nouvelle guerre mondiale. Vive le triomphe du socialisme dans le monde entier.